Il existe un légume qu'on plantait une seule fois et qui nourrissait des familles entières pendant 20 ans. Qui valait plus que l'or pour les empereurs romains? Qui a sauvé l'Europe de la famine durant 5 siècles complets? Et nous l'avons effacé de l'existence en moins de 100 ans. Ce ne fut pas à cause d'une maladie, ni d'une peste. Ce fut pour quelque chose de bien plus sombre. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi nous avons détruit le légume le plus parfait qui ait jamais existé, un super-aliment ancestral que les plantes vivaces comestibles gardaient comme secret, et comment l'industrie a effacé ce savoir d'autosuffisance alimentaire à jamais. Voici l'histoire du légume que les rois exigeaient en tribut. Et le plus inquiétant, il pourrait encore t'attendre en mars, sous tes pieds. Ce que tu croyais être une mauvaise herbe pourrait être de l'or. Partie 1. Le légume que les rois exigeaient en tribut. 1593. Le roi Henri IV de France promet qu'aucun paysan de son royaume ne sera si pauvre qu'il ne puisse avoir une poule au pot chaque dimanche. Une promesse politique magnifique conçue pour gagner les cœurs. Mais pendant que le roi prononçait ces mots, les paysans mangèrent déjà. Ils n'avaient besoin ni de poules ni de rois. Car pendant 500 ans, leur marmite avait été remplie grâce à un Henri complètement différent. Celui-ci n'était pas un monarque. C'était une plante, et il l'appelait le bon Henri. Si tu sens que tu dépends de plus en plus du supermarché, que les prix ne cessent d'augmenter et que la véritable autonomie alimentaire t'échappe des mains, abonne-toi à Naturaleza Occulta, car ce que tu es sur le point de découvrir sur cette plante te fera remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur cultiver ta propre nourriture, et je te montrerai exactement pourquoi on t'a caché ce savoir pendant plus d'un siècle. Chenopodium bonus henricus. L'asperge du pauvre. Du XIIe siècle jusqu'à la Révolution industrielle, cette plante fut le moteur silencieux de la survie européenne. Elle poussait dans chaque jardin cottage de l'Angleterre jusqu'en Allemagne. Ce n'était pas quelque chose qu'on achetait, ni même quelque chose qu'on plantait chaque année. Elle était vivace. Tu la mettais en terre une seule fois, et elle te nourrissait le reste de ta vie. Un seul semis. 20 ans de récolte garantie. Sans replantation. Sans achat de graines. Sans dépendre de personne d'autre que de la terre sous tes pieds. Mais voici ce qui est vraiment troublant. On ne parle pas d'un légume médiocre. On parle d'une plante que les empereurs romains exigeaient en tribut. Pline l'Ancien a écrit sur une plante que l'empereur Tibère réclamait aux tribus germaniques. Il ne demandait ni or ni esclaves. Il exigeait cette plante spécifique. Les historiens sont presque certains qu'il parlait du bon Henri. L'homme le plus puissant du monde connu valorisait ce légume au point de l'exiger comme paiement d'impôts. Que savait-il que nous avons oublié? Le cycle de production était la perfection pure. En mars, des tiges épaisses jaillissaient avec un goût d'asperge douce. Les paysans médiévaux les décrivaient comme les meilleurs qu'ils aient jamais goûtés. En mai, elles produisaient des feuilles au goût profond d'épinards. Et elles ne cessaient de produire jusqu'au gelée d'automne. Durant 6 mois complets, cette plante donnait une nourriture constante, fiable, délicieuse. Elle était la colonne vertébrale des soupes de légumes médiévales. Les paysans la combinaient avec des poireaux, des blettes et du pain rassis dans des bouillons riches en vitamines qui les soutenaient à travers des hivers brutaux. Ce n'était pas de la nourriture de survie. C'était l'abondance. Et elle ne demandait rien en retour. Sans labour, sans nouvelles graines, sans soins spéciaux. Juste des racines patientes qui revenaient année après année comme un ami fidèle qui ne t'abandonne jamais. En 1989, une étude dans Acta Horticulturae a mesuré le contenu nutritionnel du bon Henri. Les chiffres ont laissé les chercheurs sous le choc. En 2022, The Backyard Larder a classé tous les légumes vivaces par densité nutritionnelle. Le bon Henri n'a pas seulement rivalisé avec les épinards, le cal et les blettes. Il les a écrasés dans plusieurs catégories. Plus de fer que les épinards. Plus de calcium que le lait. De la vitamine C à des niveaux qui faisaient passer les oranges pour des amateurs. Des vitamines B supérieures à la majorité des légumes feuilles modernes. Et tout cela d'une plante qui ne nécessitait absolument aucun travail annuel. Zéro labour. Zéro replantation. Zéro achat de graines chaque printemps. C'était une nutrition complète en pilote automatique. Alors la question devient impossible à ignorer. Si nous avions un légume qu'on plantait une fois et qui nourrissait 20 générations. S'il était si précieux que les empereurs l'exigeaient en tribut. S'il surpassait nutritionnellement tout ce que nous mangeons aujourd'hui, s'il a soutenu l'Europe entière durant un demi-millénaire, pourquoi diable l'avons-nous détruit? La réponse n'est pas ce que tu penses. Cela n'a rien à voir avec des maladies ou des pestes. Cela concerne la géométrie, des machines qui ne pouvaient pas tourner au coin et un problème économique que les entreprises de semences ne pouvaient tout simplement pas tolérer. Partie 2. La guerre des machines contre la nature. Pendant que les paysans européens profitaient de 500 ans d'abondance, quelque chose allait changer. Ce ne fut ni une maladie ni une peste. Ce fut une machine brillante inventée par Jethro Tull en 1701 qui ne pouvait pas tourner au coin. On l'appelait le semoir mécanique.
Et il marqua la première trahison contre le légume le plus parfait qui ait jamais existé. Le semoir de Tulle mécanisa complètement les semailles. Ce qui nécessitait auparavant des jours de travail épuisants se faisait maintenant en quelques heures. Mais il avait une exigence non négociable, l'uniformité. Il fonctionnait parfaitement avec des cultures annuelles plantées en rang droit. Le blé en ligne militaire, le maïs comme des soldats en formation, les navets espacés avec une précision mathématique. Mais le bon Henri était son ennemi parfait. Il poussait en groupes chaotiques, organiques, imprévisibles. Il se propageait par des racines souterraines qui envoyaient des pousses où elles voulaient. Il refusait les lignes droites. Impossible à planter mécaniquement. Impossible à récolter avec des machines. Et ainsi il reçut sa première étiquette mortelle, inefficace. Quand arriva la révolution industrielle, les agriculteurs cessèrent de voir de la nourriture. Ils commencèrent à voir de l'efficacité. La nourriture devint un produit de chaîne d'assemblage. L'objectif n'était plus de nourrir des familles durant des générations. C'était de maximiser la production par heure de travail mécanisée. Et dans ce paradigme brutal, une plante qui refusait de coopérer avec les machines n'avait pas d'avenir. La deuxième trahison arriva en 1837, quand John Deere inventa la charrue en acier. Pour la première fois, les agriculteurs pouvaient en briser le sol vierge des prairies et le convertir en champs cultivables. Mais elle avait un ennemi, les systèmes racinaires vivaces. Le bon Henri développait des racines qui descendaient à 1 mètre sous terre. Des racines épaisses, fortes, entrelacées qui retenaient le sol comme des filets d'acier naturel. Et elles résistaient à la charrue de toutes leurs fibres. Les cultures annuelles étaient des partenaires parfaits. Racines faibles, superficielles, qui se brisaient facilement. Le cycle devint additivement simple, labourer, planter, récolter, labourer à nouveau. Une boucle parfaite que les machines exécutaient avec une précision militaire. Le système sélectionna les cultures annuelles non pas parce qu'elles étaient meilleures pour le sol, nutritionnellement, ou pour les agriculteurs. Il les sélectionna uniquement parce qu'elles étaient meilleures pour les machines. La nature fut obligée de s'agenouiller devant l'acier. La troisième trahison arriva en 1900. Le tracteur remplaça le cheval. Chaque machine était conçue avec un objectif obsessionnel, nettoyer la terre et recommencer à zéro chaque printemps. Les vivaces résistaient. Leurs racines continuaient à retenir le sol. Elles continuaient à briser les charrues. Et cette résilience qui avait soutenu l'Europe durant 500 ans était maintenant son défaut fatal. Il fut étiqueté comme inefficace non pas parce qu'il ne pouvait pas nourrir les gens, mais parce qu'il ralentissait le tracteur. Pense à l'ironie cruelle. Une plante qu'on plante une fois et qui nourrit pendant 20 ans est considérée inefficace. Alors qu'une culture qui nécessite un labour violent, des semailles coûteuses et une récolte intensive tous les 12 mois est efficace. La définition même de l'efficacité avait été inversée pour servir les machines plutôt que les personnes. Et le bon Henri, qui avait survécu aux empires, aux pestes, aux guerres et aux famines, trouva un ennemi qu'il ne pouvait vaincre, la géométrie inflexible de la mécanisation industrielle. Mais les machines n'étaient que la moitié du meurtre. Le véritable assassin se trouvait dans les bureaux des entreprises de semences commerciaux. Et ce qu'elles allèrent découvrir allait sceller le destin du bon Henri d'une manière qui ferait passer les tracteurs pour miséricordieux. Car il s'avère qu'il y a quelque chose que le capitalisme déteste plus que l'inefficacité. Et cette chose, c'est l'autosuffisance. Partie 3. Le commerce qui ne pouvait tolérer l'abondance. Dans les années 20, les entreprises de semences découvrirent une vérité terrifiante sur le capitalisme qui allait changer à jamais ce que nous mangeons. Un client qui ne revient jamais ne vaut rien. Des entreprises comme Burpee, Ferry Morse et Northrop King explosèrent en taille et en pouvoir. Quand elles regardèrent le bon Henri, elles virent un problème économique fondamental. Car les plantes vivaces sont, d'un point de vue capitaliste pur, le pire produit qu'on puisse jamais vendre. Les mathématiques sont brutales. Si je te vends des graines d'épinards aujourd'hui, tu reviens m'en acheter année après année. Ce sont des revenus récurrents perpétuels, le rêve de toute entreprise. Mais si je te vends des graines de bon Henri, tu plantes une seule fois et tu ne reviens jamais. Tes enfants mangent de cette plante. Les enfants de tes enfants mangent. 20 ans plus tard, ils récoltent encore. Et je n'ai pas vu un centime depuis la première vente. Le bon Henri n'était pas seulement un mauvais produit. C'était l'ennemi. Il représentait quelque chose que le capitalisme moderne ne peut tolérer. L'autosuffisance véritable. Un paysan avec du bon Henri n'a pas besoin d'acheter des graines chaque année ni d'engrais spéciaux. Il est complètement indépendant. Et l'indépendance est la mort du modèle commercial. Vers 1950, quelque chose de silencieux mais dévastateur s'était produit. Les catalogues de semences éliminèrent les légumes vivaces. Sans annonce, sans explication. Le bon Henri s'évapora comme s'il n'avait jamais existé. La raison réelle était cristalline. Il fonctionnait trop bien. Son péché ne fut pas l'échec. Ce fut le succès qui faisait que les clients ne revenaient jamais. Ce fut la 4e trahison.
Une sentence de mort économique déguisée en décision de marché. Si quelque chose pousse gratuitement et pour toujours, il n'a pas de valeur commerciale. Le bon Henri devint victime de sa propre perfection. La trahison finale arriva en 1960, quand Norman Borlaug introduisit le blé nain à haut rendement. La naissance de la Révolution verte. La promesse était séduisante. Plus de calories par hectare. Nous pourrions en finir avec la faim mondiale. Et ça fonctionna. Cela sauva littéralement 1 milliard de personnes de la famine. C'est indéniable. Mais il y eut un coup caché. Dépendance totale aux engrais synthétiques car ces cultures épuisaient le sol plus rapidement. Dépendance à la mécanisation complète. Et dépendance à la replantation annuelle car ces cultures miraculeuses étaient toutes annuelles et mouraient après chaque saison. La Révolution verte verrouilla l'agriculture mondiale dans un système où les légumes vivaces n'avaient pas de place. Les gouvernements subventionnèrent massivement uniquement les cultures annuelles. Maïs, blé, soja. Les universités concentrèrent leur budget de recherche sur ces 3 cultures. Les services de vulgarisation agricole enseignaient exclusivement sur les saisons de semis et les cycles annuels. Personne n'enseignait sur les parcelles vivaces. Nous avons fait un pari total en tant qu'espèce. Nous avons choisi le blé, le maïs et le soja. Et nous avons accepté un système où 70% de nos terres cultivables nécessitent un labour violent chaque année. Un labour qui détruit le sol, libère du carbone et crée une dépendance aux engrais synthétiques. Nous avons échangé une plante qui se gérait toute seule contre des plantes sous perfusion permanente. Les statistiques devraient nous faire tout remettre en question. 94% de toutes les plantes sur Terre sont vivaces. La nature, avec des millions d'années d'évolution, a choisi la stratégie vivace parce qu'elle fonctionne. Mais nous avons décidé que seulement 13% de nos terres cultiveraient des vivaces. Nous avons complètement inversé la logique de la nature. Nous avons détruit le légume parfait pour l'argent et les machines. Non pas parce qu'il cessait de nous nourrir, mais parce qu'il nous nourrissait trop bien sans nous demander de revenir acheter davantage. Mais la facture allait arriver. Et le prix serait payé dans le sol sous nos pieds, dans l'eau de nos rivières et dans la santé de nos corps. Car quand tu déclares la guerre à la nature et que tu gagnes, tu n'as gagné qu'une bataille. La guerre continue. Et la nature réclame toujours ses dettes. Partie 4. Le légume qui refusa de mourir et le futur qu'on a oublié. Pendant que nous célébrions l'efficacité de nos machines, la Terre commença à envoyer des factures avec des intérêts accumulés durant des décennies d'abus systémiques. La première facture arriva sous forme de sol détruit. L'agriculture annuelle signifie briser la terre, planter des graines et laisser le sol nu durant des mois. Exposé au vent, saignant des nutriments et du carbone dans l'atmosphère comme une plaie ouverte. Le Dust Bowl américain des années 30 est l'exemple parfait. Les agriculteurs labourèrent des millions d'hectares de prairies vivaces qui avaient soutenu le sol pendant des millénaires. Ils les remplacèrent par du blé annuel. Quand arriva la sécheresse, il n'y avait pas de racines profondes retenant quoi que ce soit. Le sol s'envola. Des tempêtes de poussière obscurcirent le ciel durant des jours. Une terre fertile qui mit 10 000 ans à se former convertie en désert en une décennie. Les plantes vivaces auraient prévenu tout cela. Des racines d'1 mètre ou plus retenant le sol toute l'année, prévenant l'érosion, séquestrant le carbone. Le Land Institute découvrit que les cultures vivaces réduisent l'érosion jusqu'à 50%. Et nous avons choisi le système qui détruit le sol 2 fois plus vite. La deuxième facture fut l'eau gaspillée. Les cultures annuelles perdent jusqu'à 5 fois plus d'eau que les vivaces. Elles ne peuvent accéder à l'humidité profonde. Et nous avons construit notre système alimentaire mondial autour des plantes les plus inefficaces en eau possible, pendant que des rivières entières s'assèchent et que des aquifères ancestraux se drainent plus vite qu'ils ne peuvent se recharger. La troisième facture fut la dépendance chimique. Les monocultures annuelles nécessitent des engrais synthétiques, car le labour détruit la biologie du sol. Elles nécessitent des pesticides, car les champs nus sont vulnérables aux parasites. Le bon Henri n'eut jamais besoin de rien de tout cela. Ses racines profondes accédaient à des nutriments inaccessibles. Sa couverture supprimait les mauvaises herbes naturellement. Le résultat est le monde actuel. Érosion accélérée, pénurie d'eau, effondrement nutritionnel où les aliments modernes ont une fraction des minéraux qu'ils avaient il y a 50 ans. L'expérience annuelle s'effondre au ralenti. Mais ici, l'histoire prend un tournant inattendu. Pendant que les tracteurs conquérèrent les champs et que les entreprises réécrivèrent les catalogues, le bon Henri ne mourut pas. Il se retira. Il trouva refuge dans les jardins de grand-mère têtus du Yorkshire, dans des parcelles sauvages près de monastères anciens dans les montagnes de Suisse. Il attendit en silence durant un siècle. Patient, résilient, refusant d'abandonner. Et maintenant le monde commence à écouter. En 2009, le Land Institute lança Kernza, la première céréale vivace commercialement viable. Le blé vivace devient réel. Le changement climatique nous force à reconnaître que le système annuel n'est pas durable.
Les caractéristiques que nous avons éliminées, racines profondes, couverture permanente, autosuffisance, ne semblent plus de l'inefficacité. Elles ressemblent à la survie. En 2022, le département de l'agriculture actualisa son Conservation Stewardship Programme pour inclure les cultures vivaces pour la première fois. C'est un petit changement, mais il signale quelque chose de plus grand. La reconnaissance que le système de monoculture annuelle n'est pas durable et que les alternatives ont peut-être été dans des jardins oubliés tout ce temps. Et voici le dernier rebondissement. Le bon Henri n'a jamais disparu. Tu peux acheter des graines en ligne aujourd'hui. Tu peux les planter ce printemps et tu n'auras pas à les replanter. Elles reviendront durant les 20 prochaines années. Les pousses monteront en mars, les feuilles en avril. Tu goûteras quelque chose que la plupart n'ont pas goûté depuis un siècle. De la nourriture qui existe en dehors du système industriel. De la nourriture qui n'a pas besoin de permission d'entreprise ni de tracteur. De la nourriture qui pousse sur sa propre ligne temporelle sans rien demander sauf la terre et la patience. Planter du bon Henri est un acte de rébellion silencieuse. C'est choisir de sortir d'un système qui a transformé la nourriture en produit et l'autosuffisance en crime économique. C'est récupérer une indépendance qu'on t'a enlevée il y a un siècle sans que tu t'en rendes compte. Cette histoire parle de 2 types de promesses. Le roi Henri IV promit une poule au pot. Mais cette promesse dépendait de la richesse, du commerce, d'une économie stable. Quand les économies s'effondrent, la promesse échoue. L'autre roi Henri, la plante qui vécut dans les jardins 500 ans, ne promit jamais rien avec des mots. Elle poussait simplement, année après année, génération après génération. Une promesse faite avec des mots nécessite des systèmes complexes. L'autre se maintient par des racines qui refusent de mourir. Ce qu'on appelle mauvaise herbe est souvent une sagesse oubliée. Ce qu'on appelle progrès est souvent une amnésie déguisée en innovation. Parfois, la technologie la plus avancée n'est pas celle qu'on vient d'inventer. C'est celle qui a existé durant des millénaires et a fonctionné si parfaitement qu'on a oublié de l'apprécier. Le bon Henri enseigne que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on achète chaque année. Elle est dans ce qu'on plante une fois et qui nourrit des générations. Les racines demeurent sous terre, pacientes, attendant qu'on ouvre les yeux. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un légume oublié. C'est l'histoire de comment nous avons oublié l'essentiel en cherchant le pratique. Et comment, si nous prêtons attention, nous pouvons encore nous souvenir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque graine conservée est une seconde chance. Chaque agriculteur qui plante avec des méthodes ancestrales est une résistance contre l'oubli. Et chaque pousse qui émerge en mars est une promesse. La vie trouve le chemin, même quand nous le bloquons. Si cette histoire a changé quelque chose dans ta façon de voir ton jardin, dans comment tu penses à la nourriture que tu achètes chaque semaine, dans ce que signifie vraiment l'autosuffisance, alors partage-la. Mets un like pour que plus de personnes découvrent cette sagesse enterrée qu'on a failli perdre pour toujours. Abonne-toi car le prochain coffre-fort de la nature s'ouvre bientôt et il contient des secrets encore plus profonds sur ce qu'on a oublié. Certaines promesses se font avec des mots. D'autres se maintiennent dans des racines qui refusent de mourir. Et peut-être est-ce la leçon dont nous avons le plus besoin de nous souvenir aujourd'hui. Plante l'avenir,